Bonjour, je range mon bureau, vidéo numéro 118. Alors je pense que c'est un très gros plan, mais ça sera peut-être pas plus mal pour montrer en fait un peu des images. Pourquoi des images? Parce que pour cette vidéo 118, je vais commencer par un livre d'un auteur, d'un poète dont j'ai déjà parlé lors d'une précédente vidéo, c'est Heathcote Williams. Mais avant ça, je voulais juste refaire un petit bilan. On est le 27 janvier 2025. Alors pour l'instant, je me tiens à un rythme relativement régulier dans ces vidéos, ça je suis assez content. Parce que j'avais beaucoup de retard en fait et de stock en fait qui s'empilaient. J'ai aussi fait un petit peu le point, c'est le début de l'année, puis il y a eu pas mal d'événements entre l'avènement de Trump, comment dire, le fait que Musk assume totalement son nazisme, qui fait que j'ai supprimé mon compte X, anciennement Twitter, sans trop de regrets, et bien que j'ai absolument récupéré rien du tout au niveau archive. J'ai fait la grève de Meta, c'est-à-dire de Facebook et d'Instagram pendant une semaine. Ça se terminait aujourd'hui, mais je réfléchis pas mal quand même aussi à cette question-là. Alors sur la question des GAFAM, le problème numéro un, pour moi, c'est YouTube en fait, où j'interviens en ce moment même, puisque j'ai tout mon stock maintenant de près de 10 ans de vidéos dessus. Je suis très loin d'avoir des sauvegardes de tout, mais alors très très loin. Il y a beaucoup de choses que j'ai dû supprimer de mes ordinateurs au fur et à mesure que je manquais de place. J'ai pas fait de sauvegarde sur des disques durs externes à Teraoctet. Donc bon, bref, tout ça c'est un peu idiot, mais bon, c'est comme ça. Donc du coup, c'est vrai que YouTube, je continue d'être un peu dépendant de Google de ce point de vue-là, mais bon, c'est comme ça. Alors l'idée un petit peu aujourd'hui, c'est vraiment d'aller vite. C'est ce que j'essaie de dire depuis le début de l'année 2025, de m'y tenir, de vous lire de dire quelques mots, de lire quelques phrases, et puis de vous donner éventuellement envie de lire ces livres. Alors j'en ai encore beaucoup là devant moi. Je ne sais pas très bien si je vais réussir à tenir le rythme, c'est-à-dire une vidéo, pas beaucoup plus d'une demi-heure. C'est un peu l'idée maintenant, de ne pas arriver à ces vidéos d'une heure ou 1h10 que je faisais. Alors malgré le chapitrage, c'est vrai, qui permet ensuite de saucissonner en quelque sorte. Malgré tout, c'est vrai que c'est des vidéos dont je sors quand même très fatigué parce que j'improvise et donc ça demande beaucoup de concentration et d'efforts intellectuels, en dépit peut-être des apparences. Alors donc, j'allais parler de Heathcote Williams. Alors Heathcote Williams, j'ai parlé de son grand poème Whale Nation lors d'une vidéo récente. Et il faut savoir que Heathcote Williams, il a écrit au tournant des années 80-90, 4, je crois, poèmes comme ça, autour d'une figure animale, avec... alors j'ai lu Falling for a Dolphin aussi, que ma mère m'a offert, mais qui est resté en fait dans les Landes, où je me suis rendu pour les obsèques de ma grand-mère la semaine dernière. Et donc j'ai lu Falling for a Dolphin, mais il est resté là-bas parce que je voyageais en train. Et puis voilà, elle m'a aussi offert Sacred Elephant, et que j'ai remonté, que j'ai lu là, et qui est vraiment très beau aussi, comme Whale Nation. Alors comme pour Whale Nation, et contrairement à Falling for a Dolphin, c'est un très grand format, un peu comme le documentaire animalier, avec à chaque fois beaucoup de photos, c'est-à-dire que le poème est vraiment pris dans des photos, avec une deuxième partie très longue qui est faite de citations, qui s'appelle On the Nature of Elephants, et qui est faite de citations de spécialistes, de zoologues, de sociologues, de biologistes, de journalistes, enfin voilà, d'explorateurs, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Et je voulais juste faire remarquer à la page 56 de Sacred Elephant, ça sera ce que je vais lire. Je voulais faire remarquer la vraie convergence et le vrai travail autour des images. Ça veut dire qu'on ne peut pas lire le texte du poème sans le ramener aux images qui y sont insérées. Je vais vous montrer pourquoi. Là, il est question évidemment des yeux de l'éléphant, des éléphants. A look in the eyes, hinting at some prepared testimony never to be delivered, as if some record lies within of the extent to which its numbers have been ploughed into the fast lane, a stupendous infill as man drives on. Now, peered down upon with ungrateful detachment, the elephant is regarded as obsolete, brushed aside. Et là, ce quatrain, en fait, n'est pas réellement une description ou une ekphrasis de l'image, mais il est un jeu sémiotique avec l'image. Now peered down upon with ungrateful detachment, donc ça dit que les éléphants, qu'on regarde de haut, les éléphants, qu'on les méprise. Et effectivement, là, dans cette photo, je ne pense pas que vous voyez, mais dans cette photo en noir et blanc, on voit les 3 personnages, de 2 femmes et un homme, qui sont à gauche, qui effectivement regardent l'éléphant qu'ils viennent
Alors on ne sait pas s'ils l'ont... Non, je ne pense pas qu'ils l'ont tué. Il est en captivité, il est endormi ou il est peut-être sédaté, je ne sais pas. Et effectivement, with ungrateful detachment, avec un détachement ingrat. Et c'est exactement ça ici. Donc là, on est presque dans l'exphrasis. The elephant is regarded as obsolete. L'éléphant est considéré comme obsolète. On le regarde comme obsolète. On le considère comme obsolète. Brushed aside. Et ça, en fait, il y a vraiment quelque chose qui là serait très difficile à traduire si on devait traduire avec les images. Parce que, évidemment, brushed aside, ça veut dire rejeter, repousser. Mais... je ne sais pas si vous voyez, mais l'éléphant est en train d'être dépoussiéré par un homme qui fume sa cigarette nonchalamment et qui le dépoussière avec un balai. Et donc, effectivement, ici, ça joue sur balayer, en fait. Donc, peut-être balayer de côté, quelque chose comme ça, mais c'est un peu étrange quand même en français. Donc, voilà, donc c'est pour dire vraiment que les poèmes d'Heathcote Williams sont vraiment des poèmes composés de strophes et de photographies, et composés aussi de cette accumulation de citations dans la deuxième partie qui sont constitutifs du livre. Voilà, c'est vraiment une expérience de lecture très très forte. Sacred Elephant de Heathcote Williams. Alors la semaine dernière, non d'ailleurs c'était il y a 10 jours, en fait c'était le jour de la mort de ma grand-mère, j'ai fait une vidéo le matin, c'était le 17 janvier, c'était la dernière vidéo, la 117. Le 17 janvier, en fait, j'ai fait la vidéo le matin, puis j'ai appris sa mort l'après-midi. Donc oui, c'était une spéciale poésie. Ben là, aujourd'hui, on va encore un peu lire de la poésie, avec ce recueil que j'ai acheté tout récemment, que j'ai lu ce week-end, L'eau du bain de Rim Battal. Alors, j'avais jamais lu de Rim Battal, et on parle beaucoup d'elle, elle est très, très médiatisée, et c'est tout à fait justifié d'ailleurs, parce que ce poème est très dérangeant, très fort. Hein. Je vais vous lire 2 passages. Un passage du premier... alors c'est une sorte de long poème qui est composé de fragments en vers libre et de fragments en prose poétique. Et c'est très violent, c'est sur le rapport à la mère et à la maternité. C'est un poème qui a été écrit pendant, je crois, la première et la deuxième grossesse de Rim Battal. Et en fait, ça fait réémerger, l'eau du bain, hein, ça fait réémerger toute l'image et toute la relation à la mère. Et je vous donne une idée avec la fin du premier texte. Je suis toi avec de beaux cheveux, un meilleur français et un peu plus de lecture. Le reste n'est que variation risible de ce que tu aurais pu être. J'ai baisé pour toi, quitté des hommes pour toi, séduit d'autres pour toi. Je me suis marié pour toi, pour me débarrasser de toi en te contentant. Je vais te faire des enfants, ils seront autant les tiens que si nous les avions faits ensemble dans un lit, nus, toutes les deux. Tu finiras assassiné. Par toi, par moi. En attendant, je te dédie ces 3 kilos et tous ceux qui vont suivre, ce jambon et ces artichauts. Le jambon et les artichauts, c'est une reprise de la toute première image de ce poème en prose. Page 40, autre texte en prose très bref. Je pense à la naissance comme à la mue. L'enfant couvert d'une peau enfin assez épaisse pour survivre rejette l'ancienne sans ménagement. La mère. La maternité, c'est la peau poursuivant le serpent pour lui demander des comptes, de la gratitude et de ne pas oublier son écharpe. Rim Battal, L'eau du bain, cette première publication en 2019, je crois, et là ça a été repris dans la collection de poche du Castor Astral en 2024. Ah, plus de poésie cette fois-ci, on repasse plutôt à de la prose narrative avec le premier livre de la romancière et écrivaine bulgare d'expression française Licia Georgieva. J'avais parlé il y a quelque temps, je crois quand il est sorti il y a 1 an, il me semble, de son second livre, L'Odyssée des filles de l'Est. Et là c'est le premier qu'un ami m'a prêté, je vais lui rendre. Les cosmonautes ne font que passer, alors on retrouve... déjà dans ce premier livre, ce que j'ai beaucoup aimé moi dans le second, qui est cette prose extrêmement incisive, très ironique. Donc là, on est dans un genre extrêmement courant, j'ai envie de dire. Hein. C'est un peu un livre comme on en a lu a priori des dizaines et des dizaines, c'est-à-dire l'histoire d'une enfance et d'une adolescence vue avec le double point de vue, celui de l'enfant adolescente et puis celui de l'adulte qui se regarde. C'est le dispositif évidemment d'enfance de Nathalie Sarraute, mais c'est le dispositif de l'immense majorité des autobiographies ou des autofictions. Et c'est par très petits chapitres qui en fait ironisent énormément sur la Bulgarie des dernières années du communisme et sur la Bulgarie de la transition démocratique et occidentalisation qui en prennent pas mal pour leur grade, largement autant que le communisme en fait. Voilà, bon, je lis pas d'extrait parce que je veux aller vite, que je ne me suis pas noté d'extrait, donc maintenant
on fait comme ça. Mais c'est vraiment, vraiment pas mal. Les cosmonautes ne font que passer, c'est très drôle en fait, hein, et c'est très drôle et très poignant à la fois. Les cosmonautes ne font que passer, Elitsa Gorgieva. Et tiens, parmi les livres qui s'empilaient depuis une éternité, que j'avais toujours pas rangé, un livre que j'ai lu il y a très longtemps, alors il y a 25 ans je pense, à l'aise. Ouais, je pense que j'étais en thèse, donc il y a plus de 25 ans. Devil on the Cross de Ngugi wa Thiong. Alors, c'est un des seuls livres de Ngugi wa Thiong, qui est un écrivain monumental, hyper important pour moi aussi, pour ma recherche, pour ma réflexion, évidemment ma spécialisation en littérature africaine, il a beaucoup compté, j'ai enseigné certains de ses livres, enfin bon voilà, je ne refais pas tout l'article, mais ce livre de Ngugi wa Thiong, qui est son premier livre, premier roman en fait, écrit en Gekoyo et traduit de l'anglais par lui-même, c'est vraiment un livre que j'ai essayé de relire là l'été dernier, parce qu'un de mes étudiants souhaitait travailler dessus, et vraiment ça m'est tombé des mains, enfin ça a fini par j'ai fini par le lire un peu en diagonale, puis par arrêter de le lire. C'était exactement comme dans mon souvenir. Donc parfois on change en vieillissant, puis là j'ai pas changé. Donc Devil on the Cross mais resté un peu, continue de me laisser de marbre. Puis surtout, c'est pas seulement que ça me laisse de marbre, c'est que j'arrive pas à le lire. Et ce qui est très étrange en fait, c'est que c'est un livre du début des années 80, et on trouve vraiment en germe tout le fonctionnement narratif et toute la structure de Wizard of the Crow, qui date de 2005 ou 2006, donc ouais, plus de 20 ans plus tard, et qui est beaucoup, beaucoup plus long, mais qui se lit mais très facilement, en fait, qui est magistral. Donc c'est très étrange. C'est comme ça. Devil on the Cross, Ngugi wa Thiong. On continue, tiens, avec un livre que je n'ai pas réussi à terminer, ça arrive. Enfant de la réparation de Guy Régis Junior. Guy Régis Junior, c'est un romancier haïtien francophone. Je n'en avais jamais lu. Publié en 2024 aux éditions Asmodée et Dern, avec une épigraphe de Saint John Perse, l'inertie seule et menaçante. Et voilà, j'ai pas réussi à le finir, c'était peut-être pas le bon moment. Bon, je vais vous en lire, du coup, comme je ne l'ai pas fini, je vous en lis un extrait. Nous nous laissons donc tous les trois balloter par ce vent de juin. Ce grand vent doux et fou, ce vent incongru. Le dog, elle et moi, nous marchons candides vers la mer, consentants tous les trois consentants. Puisqu'il faut marcher vers la mer, autant y aller consentants. Dans cette ville, il fallait toujours savoir, dans tous les cas, marcher vers la mer, consentant. La meilleure route qui soit, tous les autres chemins construits par l'État étant tous mal fagotés. Nous y allons impassiblement. Nous ne forçons pas trop sur nos jambes, nos membres ramollis, nos trois corps affamés, nos corps fatigués par le long parcours de ce jour que nous venons de subir. Nos corps n'en peuvent plus. Marchant, nous descendons avec le vent vers la mer. Marchant, espérant que cette lente marche sera notre dernière épreuve du jour. Son dernier châtiment dans ce jour qui s'éteint sous le flamboiement du feu. Nous trois, nous descendons vers la mer, démis, abîmés, rompus. Alors c'est une langue très poétique, comme on le voit, très, très, très belle, hein, mais dans mon souvenir, j'ai fini par arrêter de le lire parce que je ne voyais pas très bien où ça allait. Et ça, en fait, ça tourne beaucoup en rond, en fait. Ça, voilà. Je trouve qu'en tant que récit, en tant qu'écriture, c'est très beau, mais en tant que récit, je trouvais que ça ne fonctionnait pas. Bon, je ne demande qu'à me tromper, hein, mais mes avis sont évidemment subjectifs. Donc Guy Régis Junior, enfant de la réparation, enfant au pluriel de la réparation. 2024. Un livre que j'ai lu là aussi il y a longtemps, là on commence à remonter, donc c'est un livre que j'ai pas mal aimé aux éditions Zulma, Le rouge vif de la rhubarbe, alors je ne sais pas comment ça se dit, Aufur Ava Olavsdottir, je suppose. 2016 pour la traduction française et 2018 pour l'édition de poche, donc c'est pas tout à fait récent, mais moi je l'ai acheté il y a pas longtemps, traduit de l'islandais par Catherine Eyjolfsson, et c'est je vais vous lire la quatrième de couverture, sachant que c'est une écrivaine, Aufur Ava Olavsdottir, qui est surtout connue pour un livre que j'ai pas lu non plus, c'est le seul livre d'elle que j'ai lu. Ce livre, c'est Rosa Candida, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, on le voit régulièrement, même encore sur les tables des librairies. Donc voilà, donc celui-là, il est assez court,
Et il est pas mal. Ça raconte l'histoire de l'ascension d'une montagne qui est pour le personnage principal, Agustina, reliée à la mémoire de sa mère et à la correspondance qu'elle entretient avec sa mère. Donc du coup, je vous lis pas la 4e de couverture. Allez, est-ce que j'ai quelque chose à vous lire de ça? J'ai pas noté de page. Non, bah écoutez, on va continuer à aller vite, et je vais rien lire du tout de ce livre-là, mais qui était pas mal. Le rouge vif de la rhubarbe, Aufurava Olavsdottir, chez Ulma. Tiens, ça c'est un livre que j'ai eu en cadeau à Noël. Et en fait, c'est un livre que j'avais évidemment pas mal pratiqué déjà, mais que je ne possédais pas. Les essais, un des recueils d'essais de Audre Lorde, une des très grandes poètes américaine de la fin du XXe siècle. Hein. Donc là, c'est un recueil d'essais très important qui, d'ailleurs, est redécouvert ou découvert depuis quelques années seulement en France par la communauté LGBTQ, par les personnes qui travaillent sur les questions de racisation, évidemment. Et donc, Sister Outsider, c'est un recueil des années 80, je crois, 1984, voilà, republié en Penguin en 2007. Et donc voilà, donc maintenant je le possède, je l'aurai sous la main, c'est très bien. Et je vais peut-être vous lire un extrait, sachant que, et c'est assez intéressant d'ailleurs, je refais un petit coucou à Azélie Fayol, parce qu'il y a quelques temps, elle avait commenté vraiment de manière extrêmement précise et linéaire la traduction française de Poetry is not a luxury. Si je ne m'abuse, j'ai comme ça, j'ai toujours... Quand j'improvise, je suis de plus en plus inquiet, me disant j'ai pas pris de notes, je suis peut-être en train de dire des bêtises. Je vous lis un extrait d'une lettre ouverte à Mary Daly, qui est un texte très combatif, dont il est précisé, alors il a été écrit en 1979, n'importe quoi, en 1979, et il a été envoyé à Mary Daly à cause de son livre Gin Ecology, de 1979, et Audre Lorde précise en tête de ce qui du coup est devenu un article de cette lettre ouverte, le fait qu'elle a envoyé cette lettre et que n'ayant reçu aucune réponse au bout de 4 mois, elle a décidé de l'ouvrir à la communauté des femmes. Et c'est un texte qui est très combatif pour critiquer tous les angles morts du féminisme blanc et de la manière dont les féministes, un certain nombre de féministes américaines, clamaient une sorte d'universalisme et de priorité à la cause féministe et sans intersectionnalité. C'est dans un texte qui, alors qu'on ne parlait pas encore, il me semble que le concept d'intersectionnalité n'existait pas vraiment en 1979, Crenshaw vient plus tard, est vraiment une excellente illustration du point de vue intersectionnel et de l'outil qu'est l'intersectionnalité. I feel you do celebrate differences between white women as a creative force toward change rather than a reason for misunderstanding and separation. But you fail to recognize that as women, those differences expose all women to various forms and degrees of patriarchal oppression, some of which we share and some of which we do not. For instance, surely you know that for non-white women in this country, there is an 80% fatality rate from breast cancer. 3 times the number of unnecessary eventuations, hysterectomies and sterilizations as for white women. 3 times as many chances of being raped, murdered, or assaulted as exist for white women. These are statistical facts, not coincidences nor paranoid fantasies. Within the community of women, racism is a reality force in my life as it is not in yours. The white women with hoods on in Ohio handing out KKK literature on the street may not like what you have to say, but they will shoot me on sight. If you and I were to walk into a classroom of women in Dismal Gulch, Alabama, where the only thing they knew about each of us was that we were both lesbian radical feminists, you would see exactly what I mean. The oppression of women knows no ethnic nor racial boundaries, true, but that doesn't mean it is identical within those differences, nor do the reservoirs of our ancient power know these boundaries. To deal with one without even alluding to the other is to distort our commonality as well as our
as our difference. For then beyond sisterhood is still racism. Et là, il y a vraiment en 4 paragraphes, dont les 2 derniers sont très brefs, le dernier est une phrase, hein, For then beyond sisterhood is still racism. Dans ces 4 paragraphes, ça fait même pas une page dans l'édition Penguin, c'est la page 61, il y a vraiment un concentré, en fait, il faut lire toute la lettre, il faut lire tous les essais de Audre Lorde, il y a vraiment un concentré voilà, du point de départ de toute discussion dialectique sur la question du féminisme dit universaliste, et de tous ces angles morts, en fait. C'est vraiment un texte très très fort. Bon, il faut lire Audre Lorde de toute façon. Attention, et je pourrais regarder dans le détail, parce que je vais balancer un truc comme ça avec très peu de sources précises, mais j'avais regardé il y a 2-3 ans les traductions françaises. Attention, il y a certaines traductions françaises qui sont absolument dégueulasses. Hein. Donc le mieux, c'est peut-être de la lire en anglais, mais bon, il y a des bonnes traductions aussi, hein, donc je ne veux pas... Bon, à vérifier, parce que c'est vrai que j'ai balancé ça comme ça. On continue avec notre plus récente prix Nobel de littérature, Han Kang. Je ne sais plus si je vous avais parlé de La végétarienne que j'ai lu en octobre, fin octobre, juste après le prix Nobel, parce que je l'ai lu dans un exemplaire de bibliothèque. C'est possible que j'en ai pas parlé. Et là, je vais vous parler de Impossibles adieux, un de ses derniers romans, traduit du coréen par Kyung-ran Choi et Pierre Biziou. Et c'est un texte vraiment... c'est un roman très très beau, vraiment c'est un roman sur le traumatisme, c'est un roman dans lequel on ne comprend pas très bien pendant la totalité du roman qui est mort et qui ne l'est pas, de qui on épouse le point de vue. Enfin, c'est un roman très transitionnel, très opaque, mais qui vraiment... enfin, je sais pas, il faut vraiment le lire. C'est très difficile de résumer un livre de Han Kang, parce que l'intrigue peut se résumer assez facilement, mais enfin, j'allais dire l'essentiel n'est pas là. Non, en fait, rien n'est dans l'intrigue. En fait, rien d'essentiel n'est dans l'intrigue, il faudrait dire plutôt. Alors, j'ai lu un extrait dans la première émission de mon émission, lors de la première de mon émission de radio I Love Mes Cheveux. Donc, c'était un extrait des pages 123-124. Donc, je vais essayer d'en lire un autre. Puisque le livre parle des massacres qui ont eu lieu avant la guerre de Corée, donc à la fin des années 40, où il y a eu des déplacements forcés, des camps de concentration, des tortures et des exterminations de masse, en fait, hein, sur motif politique, d'ailleurs, plus qu'ethnique. La séquence suivante est une vidéo d'archives qui montre des civils qui sont transformés en camions sur une route couverte de la lie sèche au pied d'une montagne. Le film est réalisé depuis un véhicule qui suit le camion. 2 militaires se tiennent à l'avant et à l'arrière, tandis que des dizaines de personnes, y compris des femmes avec leurs bébés et des personnes âgées, sont assises, tassées les unes contre les autres. Une fillette aux cheveux courts, environ 5 ans, collée à une jeune femme qui semble être sa mère, fixe la caméra jusqu'à ce qu'elle disparaisse hors champ. Sur le chemin de la grotte, s'il commençait à neiger, mon père arrachait des bambous sasa. La caméra d'Inseon se remet à avancer lentement dans l'ombre de la forêt. Mon père m'avait dit de marcher devant lui, il me suivait, avançant en crabe pour balayer les empreintes de nos pas avec les feuilles de bambou. Là, je vais par où, papa ? Chaque fois que je m'arrêtais pour qu'il m'indique le chemin, mon père me donnait la direction d'une voix calme. Quand nous étions arrivés dans les profondeurs de la montagne, là où il n'y avait plus de chemin, il m'avait montré son dos en me disant d'y grimper. Dès lors, il avait escaladé la montagne en n'effaçant plus que ses pas. Sur son dos, je regardais disparaître les empreintes. C'était magique. Nous marchions sans laisser la moindre trace, comme si à chaque instant nous venions de tomber du ciel. Il faut expliquer que là, ça raconte le fait que les fuyards qui essaient de fuir ces troupes d'extermination effacent leurs empreintes dans la neige après eux, en fait. 3 photographies en noir et blanc apparaissent successivement en gros plan. 4 hommes vêtus de blanc se tiennent au milieu d'une pinède. 4 soldats portant des casques en fer leur enfilent des gilets marqués d'un repère, les transforment en cibles. Ces 4 hommes alignés sont pris de profil sur la photo, ils sont jeunes, leurs traits sont bien visibles, le nez, le menton, le cou. Celui qui est au premier plan a les lèvres fermées, tirées comme un fil, sa pomme d'Adam fait saillie sous sa peau fine, comme s'il venait d'avaler sa salive. La photographie suivante montre ces 4 jeunes gens attachés chacun à un pin, toujours portant leur gilet cible. L'angle de vue est plus large que sur le cliché précédent et les soldats qui, à moins de 5 mètres, les visent dans la position du tireur couché figurent avec eux sur le cadre. Sur la dernière photographie,
Les corps des jeunes sont tordus. La partie supérieure du corps a basculé. Menton relevé, tête rejetée en arrière, genoux fléchis, bouches ouvertes. Je ne poursuis pas, bon, c'est vraiment des textes, c'est vraiment des exactions de guerre absolument atroces, et puis sur toute la mémoire qui en retenait, surtout l'effacement aussi, en fait. Vraiment, de même qu'il y a l'effacement des traces de pas, il y a vraiment un effacement, et c'est ce que Han Kang essaie de travailler aussi, c'est-à-dire cette invisibilisation dans l'histoire de la Corée, de tous ces massacres, et le fait que ça a été invisibilisé. Impossibles adieux de Han Kang, aux éditions Grasset, traduit par Kyung Ranchei et Pierre Biziou. Et je vais garder Blessings de Chukwu Ebuka Ibe pour la fin, finalement, ou la quasi-fin, je ne sais pas trop s'il me reste du temps. C'est un roman dont on a beaucoup parlé, ça a été vraiment dans le top 10 de quasiment tous les magazines littéraires, de tous les journaux, de toutes les rubriques littéraires de la presse anglophone, et c'est un roman d'un Nigérian, c'est le premier roman d'un romancier nigérian sur l'homosexualité, la pénalisation de l'homosexualité au Nigeria, sujet sur lequel j'ai lu beaucoup de la fiction et autre chose que de la fiction aussi. Et c'est un texte que j'ai trouvé très sage en fait. Bon voilà, j'ai lu des choses quand même plus percutantes sur ce sujet. Et histoire de vous faire écouter la langue de Chukwu Ebuka Ibe, j'ai choisi, là j'avais préparé ça, enfin je ne l'ai pas relu, mais j'avais préparé un extrait du chapitre 21, c'est le début de la 3e partie. And just like that, his life changed. His mother's revelation became real, a hulking, malevolent thing, always present in the room, taunting him, terrifying him. Obiefuna lay awake for long hours, even as cricket's noise filled his ears. He listened to Ekene sleep, snoring without care. Ekene had known. I wanted to tell you, Obi confessed later, I swear, but you know she made me promise. Obiefuna said he understood. But he did not understand at all. He had always thought the way people dealt with tragic news in the movies unrealistic, the way they carried on with their lives, their routines unaltered. He did not understand how Ekene could bring himself to head for the field each day and dazzle everyone with his skill, possessing the information he did not understand how their father summoned the motivation to rise every morning and head to the shop for another day of sales as if everything were normal. And his mother, he lived now in a state of perpetual surveillance. He watched her as she set about her day, making breakfast and lunch and setting the table herself, all while humming a Chinyere Oduma song that expressed gratitude for God's many surprised blessing, striking in its irony. He imagined the cancer eating her from the inside out. He imagined her body failing her. It was the worst form of betrayal. He wanted to be close to her. He wanted to help her to fight what was coming, to put it off somehow. And at the same time, he could not bear to be around her. He found her forced enthusiasm suffocating, felt irritated and then guilty because of her contrived cheerfulness or easy resignation. And while he pitied her, a part of him almost resented her. For after all was said and done, her inability to help it notwithstanding, she was going to leave him alone to deal with the world. C'est pas très gai, une fois de plus, mais c'est un passage qui ne parle pas justement des questions de placard en fait, hein, parce que c'est un roman sur le placard et l'impossibilité de sortir du placard pour les homosexuels au Nigeria. Et bon, je le signale si vous ne le savez pas, mais la pénalisation et la criminalisation de l'homosexualité, et même très spécifiquement de la sodomie, a été extrêmement aggravée au cours de la dernière décennie, notamment depuis 2014 en fait. Blessings de Chukwu Ebuka Ibe. Et j'ai peut-être 2 minutes pour vous lire un extrait d'un autre livre que j'ai lu très récemment, le tout nouveau livre de Béatrice Commanger, Ne jamais arriver, c'est chez Verdier. Je crois que c'est de 2025. Non, c'est de 2024, raté. Mais ça doit vraiment être fin 2024, septembre, bon, apparemment. Ok, et c'est un livre dans lequel elle raconte un voyage qu'elle devait faire pendant le premier confinement et qui évidemment a été annulé à cause du Covid et qu'elle a fait en fait sur les traces de l'exil d'Ovide. C'est pas la première à faire ça et c'est pas mal, ça se lit bien. J'avais préféré
j'avais préféré, j'allais dire son livre précédent, mais c'est peut-être pas le précédent, Alger, rue des Bananiers, non, c'est pas le précédent. Il y en a eu un depuis. J'avais beaucoup aimé Alger des rues des Bananiers. J'ai trouvé que là, le dispositif mémoriel de lien à l'écriture était parfois un petit peu artificiel. Mais bon, voilà. C'est pas un très grand livre, mais je l'ai lu, je l'ai terminé avec plaisir. Alors, qu'est-ce que je peux vous lire? Non, là, ça implique toute la référence à Ségalène qui est avant. Drôle de nuit, entrecoupée de petites siestes sur mon fauteuil bleu. Nous sommes seulement 8 passagers, éparpillés dans cette salle immense. Une famille grecque, un Allemand solitaire, les 2 cyclistes et moi. Aldéric et son ami se sont installés à l'avant, étalant par terre leurs sacs de couchage, leurs provisions de nourriture et de livres, déjà en route en quelque sorte, en camping. Parmi les livres, la flamme d'une chandelle de Bachelard. Je le lui ai emprunté pour la nuit, pour le plaisir d'un grand bond en arrière, et je suis tombé sur cette phrase qui m'a paru tout à fait opportune. Les rêves et les rêveries ne se modernisent pas aussi vite que nos actions. En automobiliste responsable, j'avais fait réviser le bon fonctionnement de la voiture avant le départ. J'allais rouler des heures durant sur le lisse de l'asphalte, remplissant mon réservoir d'essence et payant mon dû à chaque péage. Mais n'étais-je pas aussi le jeune Naso de 20 ans qui naviguait, heureux, le long du golfe de Corinthe avec, dans la tête, 1000 rêves de Grèce et de belles villes d'Asie? N'étais-je pas tout autant ce même Naso, désespéré de 51 ans, tremblant de peur sur la mer démontée, en route vers la terre sauvage des Sarmates? Alors je sais pas si on dit Nassau, je crois. Bon, c'est le nom d'Ovide en fait. Hein. C'est le Publius, je sais plus quoi, Nassau, je devrais savoir ça. Voilà. Donc voilà, ça donne un petit aperçu comme ça rapide. C'est d'ailleurs vers la fin du livre. Ne jamais arriver de Béatrice Commanger. Et on a fini pour aujourd'hui. Bonne semaine.